Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce tour du monde de l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par la chasse aux migrants, notamment en Bulgarie, à la frontière turque, longue de 269 km. Des justiciers autoproclamés traquent les migrants clandestins pour les livrer à la police. Le Premier ministre Boyko Borisov a même félicité ces milices privées pour leurs initiatives. Selon une étude, 60% des Bulgares considèrent les migrants comme une menace pour leur sécurité. Au Canada, Justin Trudeau, toujours en état de grâce quelques mois après son élection, le nouveau Premier ministre, dont le gouvernement a fait la paire belle aux minorités, a aussi promis d'améliorer la situation des communautés autochtones en débloquant plus de 8 milliards sur 5 ans. La multiplication des suicides dans ces Premières Nations est un cri d'alarme. Nous parlerons de leurs difficultés, mais aussi de leurs formidables ressources avec notre invité. Michel Terrien est professeur émérite à l'INALCO, spécialiste de la langue et de la culture inuite. Bonjour. Enfin, au Burkina Faso, des réfugiés touaregs font revivre leur artisanat, aidés en cela par des designers français. L'objectif est de leur permettre de retrouver une indépendance financière en produisant des objets d'art pour leur pays d'accueil, mais aussi destinés à un marché international haut de gamme. Mais avant cela, la mort de 3 militaires français au Mali. Cette semaine, 2 soldats sont décédés des suites de leurs blessures après l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule blindé près de la ville de Tessalit, dans l'extrême nord-est du pays. L'un de leurs collègues avait été tué sur le coup. Depuis le lancement de l'opération Barkhane, qui lutte contre le terrorisme au Sahel, 7 soldats français ont été tués. Dorothée Lyric. Le maréchal des logis Damien Noblet, 31 ans, est décédé. Il avait été grièvement blessé dans l'explosion d'une mine au Mali. Victime aussi des suites de ses blessures, ce jeune soldat de 20 ans, le brigadier Michael Chauvin. Avec le première classe Poussigne, lui mort sur le coup, ce sont donc 3 militaires français qui ont perdu la vie. Tous se trouvaient dans le même VAB, comme l'appellent les militaires, un véhicule de l'avant blindé comme celui-ci. Blindé, mais qui a néanmoins sauté en roulant sur une lourde charge explosive à proximité de la ville de Tessalit. Une attaque comme il en arrive régulièrement au nord du Mali. Les militaires appartenaient au 511e régiment du train, autant dire des spécialistes de la logistique, un rôle capital sur ces terrains dangereux. Au Sonne, les drapeaux sont en berne et les habitants, bien sûr, très émus. Oh là là, quelle horreur, hein. Pour Auxonne, c'est vraiment très grave. C'est désastreux et triste pour les familles aussi. Le président François Hollande a salué dans un communiqué la mémoire des victimes. Un hommage national leur sera rendu la semaine prochaine. Le régiment, il fait face. Il a été touché, mais il n'est pas mort, quoi. Donc voilà, la volonté du régiment reste intacte. Et voilà, les soldats font front avec les familles. Les Français interviennent depuis 2013 au Mali, mais l'opération baptisée Barkhane s'étend maintenant sur 5 pays du Sahel, avec pour principal objectif la lutte contre le terrorisme. Au Tchad, la population s'est rendue aux urnes cette semaine pour élire un président parmi 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Idriss Déby. Il brigue un 5e mandat après 26 ans de pouvoir sans partage. Le président candidat, qui ne tolère aucune contestation, a déjà fait emprisonner 5 leaders de la société civile qui avaient enfreint cette interdiction. Difficile d'imaginer une alternative à ce régime qui se maintient par les armes depuis près de 3 décennies. Mélissa Chemam. Jour d'affluence pour un vote d'importance. Des Tchadiens largement mobilisés pour ce scrutin, mais le vote ne se déroule pas sans encombre. Ouverts dès 7 h du matin, les bureaux devaient fermer à 18 h. Plusieurs resteront ouverts jusqu'à 19 h. Des Tchadiens également privés d'Internet toute la journée de dimanche. L'armée et la police sont également déployés à grand renfort dans les rues. Comme ici dans l'est de la capitale, N'Djamena, de nombreux électeurs ont été empêchés de voter. Manque de bulletins, longue file d'attente, certains accusent aussi les autorités de bourrage d'urnes, d'autres n'ont pas hésité à se plaindre. On revendique le reste de bulletins pour que les électeurs qui n'ont pas pu voter là, on doit voter, même s'il s'agit de voter jusqu'à 24 heures, nous sommes présents pour exécuter notre droit de citoyenneté. Le dépouillement a commencé dans la nuit de dimanche à lundi, souvent à la lampe torche. 13 candidats se sont présentés à cette élection, dont le président sortant, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 26 ans. Les résultats seront connus dans une dizaine de jours.
Alors que le pape s'apprête à se rendre sur l'île grecque de Lesbos, porte d'entrée des migrants en Europe, le traitement subi par les réfugiés continue de choquer. À la frontière macédonienne, 11 000 migrants entassés dans des conditions sanitaires déplorables depuis début mars ont tenté une nouvelle fois le passage. Les jets de gaz lacrymogènes de la police ont obligé ceux qui se sont évanouis à recevoir des soins. Dans le même temps, en Bulgarie, des images terribles aussi, celles de réfugiés ligotés par des milices privées. Amaury Guibert. Voici le document diffusé par la télévision bulgare. Une vidéo de quelques secondes. On y voit 3 migrants ligotés, allongés sur le sol et visiblement apeurés. Ils viennent d'être arrêtés par des hommes non identifiés qui se sont spontanément organisés en milice pour patrouiller à la frontière avec la Turquie. Confronté à ces images, le chef de la police aux frontières a condamné la méthode. Ils ont utilisé la force. Ils ont agi comme des policiers, mais ils n'ont pas de tels pouvoirs. Ce n'est pas la première fois que de telles scènes se produisent et que des milices privées diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux après avoir arrêté des groupes de migrants. Ils se font justice eux-mêmes, considérant que la police aux frontières ne fait pas son travail. Et sur la première chaîne privée, les voilà qualifiés de héros. Comme cet homme qui raconte comment il a stoppé plusieurs Afghans. Vidéo à l'appui. Vous êtes des terroristes? Vous avez l'air de terroristes. Les défenseurs des droits de l'homme s'insurgent, mais le gouvernement laisse faire. Quand chaque citoyen bulgare apporte son aide, que ce soit à l'armée ou à la police, cette aide nous est toujours utile. Et la Bulgarie va aussi prolonger la clôture érigée le long de la frontière avec la Turquie, car après le renforcement des contrôles en Grèce, le pays craint de devenir un nouvel axe de transit pour les migrants. Au Brésil maintenant, Dilma Rousseff est plus que jamais sur la sellette. La présidente brésilienne est accusée de maquillage des comptes publics et risque la révocation. La procédure de destitution à son encontre est entrée dans sa phase décisive à Brasilia. Au Congrès, les députés sont réunis en assemblée plénière jusqu'à un vote crucial dimanche. Plusieurs partis de sa coalition pourrait même voter pour son départ. La dirigeante de gauche dénonce une tentative de coup d'État institutionnel. Au Pérou, après le père, la fille pourrait bien prendre les rênes du pays. Favorite de la présidentielle, Keiko Fujimori est arrivée en tête au premier tour. Avec près de 40% des voix, elle est loin devant son adversaire de droite. Mais pour s'imposer au second tour début juin, elle devra convaincre un pays encore très divisé sur l'héritage de son père, Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 années d'emprisonnement. Antoine Silassi. La joie des supporters de Keiko Fujimori quelques instants après l'annonce des résultats du vote. La représentante du parti Force Populaire vient de remporter près de 40% des voix du premier tour des élections présidentielles, de quoi s'assurer une avance confortable sur ses adversaires. Je voudrais faire part de ma profonde gratitude envers les millions de Péruviens qui ont voté pour moi aujourd'hui et qui font de notre parti Force Populaire la première force démocratique de notre pays. Mais le combat pour le deuxième tour promet d'être rude. Keiko est la fille d'Alberto Fujimori, l'ancien président du pays, aujourd'hui emprisonné pour violation des droits de l'homme et corruption. Un héritage embarrassant pour la candidate qui pourrait bien profiter à Pedro Pablo Kuczynski. L'homme est arrivé en deuxième position lors de ce scrutin et compte bien jouer la carte du rassemblement. Le parti est important et l'équipe est importante. On ne peut pas gérer un gouvernement sans une équipe. Le gagnant devra toutefois relever de nombreux défis, croissance au ralenti, pauvreté endémique et guérilla toujours active sur une partie du territoire. Les Péruviens ont jusqu'au mois de juillet pour décider qui prendra les rênes du pouvoir. Et à la différence de Keiko Fujimori, pour lui, l'héritage paternel a plutôt été un atout. D'ailleurs, si on les compare aux Kennedy, c'est que la dynastie des Trudeau est synonyme d'évolution, voire de révolution. Le nouveau Premier ministre canadien multiplie les occasions de montrer que la diversité multiculturelle de son pays est une richesse. Depuis son arrivée au pouvoir, le changement est manifeste, notamment à l'égard des minorités dont il prend particulièrement soin. Jacques Cardoz. Un chef de gouvernement coiffé du turban traditionnel des Sikhs
Justin Trudeau aime surprendre et respecter les traditions. La scène est d'autant plus étonnante qu'elle a pour décor le Parlement canadien à Ottawa. C'est le Premier ministre qui a décidé la célébration de cette journée. Elle marque la naissance de l'un des chefs spirituels de la religion. Chants, prières. Justin Trudeau ne veut exclure personne. L'égalité, c'est notre objectif. Chaque Canadien, peu importe qui il est et d'où il vient, mérite une chance réelle et équitable de réussir. La diversité, c'est le credo de Justin Trudeau. Il en aime le symbole, à l'image de ses ministres. Voici celui de la Défense, un ancien militaire. L'intégration que nous avons ici au Canada, c'est quelque chose de formidable que nous devons partager avec le reste du monde. Kirsty Duncan, elle, n'a pas épousé la religion sikh. Mais écoutez bien, la ministre des Sciences parle couramment hindi et punjabi. Quant à Bardish Chagger, elle est l'une des plus jeunes ministres de la petite entreprise. De religion sikh, elle n'a que 36 ans, une battante, un exemple pour les Canadiens, car elle a commencé tout en bas de l'échelle sociale. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. J'ai fait serveuse dans un café, chef de rayon dans un magasin ou encore éducatrice spécialisée. Une ministre qui fait des high-five en signe de victoire avec les journalistes. Elle est l'une des 15 femmes de ce gouvernement de parité, qui compte aussi un ministre en fauteuil ou encore un ancien chauffeur de bus d'origine indienne. Harmajit Sohi est ministre des Infrastructures. Il n'a embauché dans son cabinet que des trentenaires et compte 70% de femmes. Il ne se considère pas comme un professionnel de la politique. Mon expérience en tant que chauffeur de bus, mais aussi en tant que conseiller municipal, me sert aujourd'hui à mieux comprendre nos besoins en infrastructure. Comment ces constructions ont un impact sur la vie quotidienne des gens. À 44 ans, Justin Trudeau incarne une nouvelle façon de faire de la politique. Ancien professeur dans le secondaire, ce personnage iconoclaste fut tantôt boxeur pour une organisation caritative, ou videur de boîte de nuit, ou tout simplement charmeur. Il ne se destinait pas à la politique. Jusqu'au jour où celui qui est aussi le fils de Pierre Elliott Trudeau, ancien Premier ministre, prononce l'éloge funèbre de son père. Il émeut alors le pays tout entier. C'était il y a 16 ans. Aujourd'hui, le fils veut faire souffler un vent nouveau sur le pays. Il veut un gouvernement aux origines diverses. Plus qu'on a de différentes perspectives, plus qu'on a de différentes approches qui travaillent ensemble sur un même projet, mieux on est capable de répondre à de nouveaux défis. En seulement quelques mois, il a fait accueillir pas moins de 25 000 réfugiés syriens. Justin Trudeau était lui-même à l'aéroport. L'image a de quoi surprendre, même si l'immigration est une seconde nature pour le Canada. Autre annonce spectaculaire, la dépénalisation du cannabis, qui doit intervenir dans les 3 prochaines années. Actuellement, seuls les soins thérapeutiques sont autorisés. En matière énergétique, il s'est aussi engagé à réduire les émissions de gaz rapidement. Le système Justin Trudeau, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas l'air de faire de la politique pour mieux bousculer les idées reçues. Michel Therrien, vous êtes professeur émérite à l'INALCO, autrement dit Langso, spécialiste de la culture et de la langue inuite. Alors, que vous inspire ce reportage sur Justin Trudeau? Je pense aux Premières Nations, aux Inuits, aux premiers occupants donc, du Canada, de ce pays qui a l'image de l'ouverture, de l'accueil chaleureux et généreux. Et je pense que Justin Trudeau n'aurait peut-être pas remporté les élections de manière aussi éclatante si les Premières Nations et les Inuits et les Métis n'avaient pas voté massivement pour lui. Michel Therrien, on va continuer à parler des Inuits et des sociétés premières avec cette actualité qui touche les populations autochtones au Canada, amérindiens, Inuits et Métis. Ils représentent un peu plus de 4% des citoyens du pays et sont touchés par une vague de suicides, une centaine pour les 6 derniers mois. Cette série noire serait déclenchée par le désespoir de ces populations dont l'avenir semble bouché. La situation est telle qu'une communauté autochtone d'Ontario a été placée en état d'urgence. Lors de Matos. Coujouac est à plus de 1000 km à vol d'oiseau d'Atawapiskat. Mais la détresse de sa population y est la même.
5 jeunes de 15 à 20 ans ont ici mis fin à leur jour entre mi-décembre et mi-mars. Mon cousin s'est suicidé quand on était parti dans le sud. C'était très triste. Kuujjuaq est un village inuit de 2500 âmes, situé à l'extrême nord du Nunavik, la région du nord du Québec. Les autorités locales sont débordées par cette vague de suicides. Comme ailleurs au sein des communautés autochtones, les jeunes sont les premiers touchés. En cause, la pauvreté, le manque d'accès aux soins, l'absence de perspective et la perte de lien avec leur culture d'origine. Les jeunes se sentent perdus. Ils n'ont pas le sentiment de faire partie de la communauté, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'ils ne savent pas coudre de manière traditionnelle comme leurs grands-parents. Des médecins, psychologues, thérapeutes traditionnels inuits vont être dépêchés en renfort par le gouvernement fédéral à Kuujjuaq. Ils semblent avoir pris la mesure du fléau. Un débat d'urgence s'est tenu au Parlement. Nous allons nous attaquer aux inégalités en termes de santé et déterminer quels sont les investissements nécessaires pour que tous les Canadiens aient accès au système de santé qu'ils méritent. Le gouvernement fédéral prévoit d'injecter plus de 8 milliards de dollars canadiens dans les 5 ans pour des dépenses d'infrastructures, de logement et d'éducation à destination des Premières Nations. Michel Therrien, vous êtes donc une spécialiste de la culture et de la langue inuite. Alors, est-ce que, selon vous, donc l'aide du gouvernement, qui se monte quand même à 8 milliards de dollars, permettra de mettre en place des moyens susceptibles de pouvoir résorber ce malaise ? Il est certain que l'aide gouvernementale est indispensable. Néanmoins, ce que demande, ou je crois comprendre que demandent autant les Premières Nations que les Inuits, c'est que les communautés, les villages, si vous voulez, et leurs dirigeants soient reconnus comme des experts, donc comme détenteurs d'une expertise, et que les programmes qui seront mis en place soient pensés à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et il y a de belles initiatives qui sont prises dans ce sens. Par exemple, on voit très bien qu'il y a un effort pour que les non-inuits qui occupent des postes dans ces communautés, je pense aux communautés inuites bien sûr, aient accès aux valeurs inuites. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur inuite? Une valeur culturelle, une valeur linguistique. Qu'est-ce que c'est que l'adoption vue par les Inuits, que l'éducation vue par les Inuits? Ça, c'est pas assez mis en valeur aujourd'hui? Non, certainement pas suffisamment. Et ça pourrait changer la donne? Certainement, parce que les Inuits sont appelés à occuper davantage de postes, d'être aux commandes de plus en plus. Et si les institutions restent des institutions qui ressemblent à l'ensemble des institutions ailleurs au Canada, elles ne sont pas marquées par des traits linguistiques spécifiques, culturels spécifiques et identitaires, bien sûr. Le monde extérieur peut sembler inatteignable aussi pour ces nations. Un inatteignable, mais je dirais pour ces jeunes dont malheureusement toutes ces familles voient la détresse, mesurent le désarroi, l'absence de perspective. Et je pense que ces jeunes peuvent être aidés, mais ils sont, je dirais, à l'intérieur d'un milieu scolaire, que souvent les grands-parents n'ont pas connu, même certains parents, ils sont à l'intérieur d'un système scolaire qui ne reflète pas le milieu, qui ne reflète pas l'environnement. Ça explique le décrochage scolaire. Certainement. Ouais. Et puis, il est très difficile de s'identifier à un enseignant, une enseignante non inuite, qui très souvent ne résidera pas longtemps dans une communauté. Donc, on se dit que, oui, il y a des inatteignables. Donc, ça veut dire qu'il faut renouer avec une certaine tradition, selon vous? Elle est toujours là, ce que vous appelez tradition, c'est-à-dire des valeurs héritées d'un passé un peu plus lointain, un peu plus récent, mais néanmoins un passé qui continue à vivre et à se reformuler, se repenser constamment. Donc le terme tradition peut faire peur, il peut égarer, alors qu'il s'agit de vivre au présent, une langue, une culture, une manière de voir le monde et une manière de collaborer avec l'extérieur. Oui, mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui vivre de la chasse, de la pêche, comme vivaient leurs ancêtres? C'est essentiel, mais certainement on ne vit pas uniquement de la chasse et de la pêche et de la cueillette,
comme le faisaient les ancêtres, les prédécesseurs, les arrière-grands-parents. Néanmoins, il est impensable de ne pas se nourrir de mammifères marins, dont la qualité nutritionnelle est exceptionnelle, et de mammifères terrestres. Et il est impensable de ne pas vivre au plus près de la nature, au plus près de ce que représentent les êtres vivants dans la nature. Alors, est-ce que le fait de participer en fait à la commission Vérité et Réconciliation a pu aider ces nations à se reconstruire? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même des périodes très très difficiles, notamment dans les années 50 avec ces tentatives d'assimilation. Les années 50 ont été particulièrement, je dirais, bien décrite, bien commentée dans ce rapport, ce volumineux rapport Vérité et Réconciliation. Et on y entend la parole non seulement des Inuits, mais la parole des Premières Nations. Et c'est extrêmement important. Vous pouvez aller sur Internet et écouter, si je puis dire, ou lire cette parole. C'est-à-dire que le vécu est décrit, un vécu terrible, à une époque où les enfants, dans les années 1950, où les enfants étaient arrachés à leur milieu, amenés par les gouvernements dans des institutions religieuses à des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres de leur milieu pour qu'ils oublient leur langue, leur culture, leurs valeurs. Donc ils revenaient, quand ils revenaient, ils ne revenaient pas tous, brisés. Et cette mémoire traumatique persiste aujourd'hui. Et cette mémoire, heureusement, elle est transmise. Heureusement, des Inuits et des représentants des Premières Nations ont le courage de dire, mais de dire avec leurs mots. Et c'est important d'entendre leur discours, aussi les commentaires, bien sûr, de l'extérieur, mais surtout leurs paroles. Merci beaucoup, Michèle Terrien, pour cet éclairage. Merci. Merci. Direction l'État du Kerala, maintenant dans le sud-ouest de l'Inde, qui a connu un drame cette semaine en raison de mesures de sécurité laxistes. À l'occasion du Nouvel An hindou, des milliers de personnes assistaient à un spectacle dans un temple quand un feu d'artifice a viré au cauchemar, faisant une centaine de victimes. Julien Colombani. Le feu d'artifice devait durer toute la nuit dans le temple pour fêter la nouvelle année. Mais à 3 h du matin, un pétard retombe sur l'entrepôt des autres fusées. Des explosions en chaîne qui vont mettre le feu au bâtiment bondé de fidèles. Les sauveteurs vont relever 106 morts et dans les décombres, jusqu'au petit matin, ils vont évacuer près de 300 blessés, dont de nombreux brûlés. Les familles des défunts vont recevoir une aide et les blessés vont être soignés gratuitement. Pour les autorités pourtant, le feu d'artifice n'était pas autorisé. Mais les Indiens adorent la pyrotechnie au mépris des règlements. Les fusées artisanales bon marché en Inde respectent rarement les normes de sécurité, tant lors de la fabrication qu'au moment du tir. Plus positivement, pour terminer cette belle initiative qui redonne de l'espoir à des réfugiés touaregs au Burkina Faso, détenteurs d'un savoir-faire artisanal de très grande qualité, ils ont été invités à mettre leur talent au service de nouvelles créations qu'ils ont imaginées ou qui ont été suggérées par des designers français. L'objectif est de les remettre en selle dans une activité qu'ils connaissent bien et dont ils pourront tirer des revenus pour vivre dans leur pays d'accueil. Fanny Noireau. C'est sous cette paillote aménagée de quelques nattes qu'a été installé l'atelier temporaire. 17 artisans touaregs et 6 designers s'affairent. Broderie, ponçage, façonnage du cuir, il ne reste plus que quelques jours pour finir. Lampes, sacs, vases et autres, des modèles imaginés et conçus en duo. Le gros avantage qu'on a avec les artisans touaregs, c'est leur incroyable capacité d'adaptation. On a fait un exercice avec des images, ils ont vu des objets qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Et tout de suite, on sent qu'il y a du répondant, il y a une envie de retranscrire ce qu'ils viennent de voir avec leur savoir-faire. Pour Oumar, c'est l'occasion d'acquérir de nouvelles techniques. L'artisanat constitue l'une de ses maigres sources de revenus au camp de réfugiés où il vit. On est vraiment content avec des objets. La formation là, il donne beaucoup des idées. Ça fourmille quoi. Le tout après, c'est de le retranscrire dans un objet qui va pouvoir être concrètement vendu sur le marché, quoi. Ça va marcher. Ça va marcher. Oui. Ça peut que marcher. Ça va marcher.
Design for Peace est né d'une collaboration entre le Haut Commissariat pour les réfugiés et Africatis, une association œuvrant pour le développement de l'artisanat textile en Afrique de l'Ouest. Faire de l'artisanat un levier de développement économique, un levier d'insertion pour ces populations, puisqu'on est face à des populations réfugiées qui ont peu de perspectives de retour immédiat dans leur pays d'accueil. Et du coup, il est primordial de sortir de la seule aide humanitaire pour aller vraiment sur une transition qui permettra aux populations réfugiées de s'insérer durablement dans leur pays d'accueil et de pouvoir participer aussi à la richesse de ce pays d'accueil. Les prototypes seront exposés au Burkina Faso et en France. L'idée, c'est d'ensuite pouvoir créer une ligne de produits afin de viser un marché international haut de gamme. Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission. Merci de l'avoir suivi. Comme toujours, vous trouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com. Très bonne suite de programme à tous.